Bon, ben, je reconnais la plupart des visages. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois pour cette troisième saison. Vraiment bienvenue, c'est toujours un plaisir de partager ces moments d'échange et d'intelligence collective avec vous. C'est vrai que les beaux jours du mois de mai, malgré les orages, sont un petit peu handicapants pour ce genre de réunion, mais nous sommes toujours là et nous avons déjà préparé la saison 4 avec le temps des défis, le défi démographique, le défi environnemental, le défi terroriste et le défi du développement africain. Ce sera là l'ouverture de la 4e saison au dernier trimestre de l'année 2018, une fois que vous aurez passé les meilleures vacances d'été possibles. Donc, je suis très heureux de vous présenter Laurent Ofzou, l'auteur d'un ouvrage qui a été très remarqué lorsqu'il a été publié, Les mythes de l'histoire de France. Il vous en parlera. Et nous avons fait le choix de le contacter pour deux raisons. D'abord parce que nous sommes des historiens, vous le savez. Nous faisons des cafés géopolitiques, vous le savez aussi. Nous sommes très attachés à ce que l'on appelle la géohistoire, parce qu'il n'y a pas fondamentalement de différence entre nos deux disciplines qui sont étroitement complémentaires, et elles se rejoignent sur l'angle de la géopolitique. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, elle est conjoncturelle, elle est locale. Je crois qu'il ne faut pas se cacher la réalité. Une proposition de loi a été déposée par un député de la circonscription de Béziers, dont je n'ai pas besoin de citer le nom, vous le connaissez, à propos d'une loi que l'on appelle, dans le jargon des historiens, une loi mémorielle. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu la loi Guesso, il y a eu la loi portant reconnaissance du génocide arménien, et devant cette accumulation de lois, les historiens ont émis un certain nombre de réserves, avec une question que peut-être Laurent va essayer de traiter. Est-ce aux législateurs d'écrire l'histoire? Est-ce aux historiens d'écrire l'histoire? Ce que l'on sait, c'est que l'histoire, ce n'est pas la commémoration. L'histoire, ce n'est pas la mémoire, même si la mémoire fait partie de l'histoire. Mais il y a des mémoires qui sont concurrentes, il y a des mémoires qui sont blessées, il y a des mémoires qui sont encore à vif, et dans cette ville, nous le savons, il y a une mémoire à vif de la guerre d'Algérie, il y a une mémoire blessée avec des blessures que l'on entretient. Et puis, par le plus grand, une des questions que l'on se pose, c'est de savoir pourquoi la députée, il faut féminiser les titres maintenant, la députée d'un département du Sud, associée d'ailleurs à une députée également d'un département du Sud-Est, s'est sentie obligée de s'intéresser brutalement à cette question des guerres de Vendée, en utilisant un terme sur lequel Laurent va certainement discuter, le terme de génocide. Ce n'est pas un terme innocent, ce n'est pas un terme neutre, ce n'est pas un terme que l'on peut utiliser à tort et à travers, parce que vous le savez, chers amis, il est chargé de sens. Et donc, sur cette question-là, dès lors que, et vous le savez ici tous, en tout cas pour la plupart d'entre vous, dès lors que l'on interpelle l'histoire dans cette ville, que ce soit à propos de la mémoire de Jean Moulin, que ce soit à propos de la mémoire de la Résistance, que ce soit à propos de la mémoire de la guerre d'Algérie, nous considérons que nous avons des choses à dire. Et nous avons des choses à dire qui ne sont pas partisanes, parce que nous ne nous situons pas sur ce terrain-là. Nous avons des choses à dire comme spécialistes de nos disciplines, spécialistes de nos disciplines scientifiques et de formation. Et là-dessus, cette séance qui s'inscrit dans le temps des partenaires de la médiathèque André Malraux, qui nous offre toujours cet accueil extraordinaire dont nous ne les remercierons jamais assez, et j'en remercierai personnellement bientôt le président Frédéric Lacasse, nous tenons quand même à ce que dans notre cité, dans notre territoire, un certain nombre de choses soient dites.
Ce n'est pas aux législateurs d'écrire l'histoire, ce n'est pas aux législateurs de donner des injonctions mémorielles, c'est simplement aux citoyens de s'emparer de l'histoire, de s'emparer de l'histoire comme leçon du passé pour comprendre le présent et pour éventuellement envisager l'avenir. Et donc, je vais donner la parole à Laurent Auvezou. Il va vous parler de l'un de ces mythes, parce que le génocide vendéen fait partie de ces mythes de l'histoire de France que l'on ressort périodiquement, tout comme l'arrêt des Arabes à Poitiers par Charles Martel. Charles Martel qui, au passage, a quand même brûlé Béziers peu de temps avant de se rendre en excursion du côté de Poitiers sur le lieu d'une bataille et qui n'est pas encore véritablement attesté. Donc, ces mythes de l'histoire de France, eh bien, on va peut-être les dépoussiérer et on va peut-être les remettre à leur place. Certes, ce sont des mythes, certes, on peut y être attaché, mais il y a quand même la réalité scientifique, il y a tout simplement la réalité historique. Faire société et se réunir ensemble pour réfléchir ensemble, c'est aussi faire de l'histoire. Je vous remercie et je vous donne la parole. Merci. En d'autres termes, est-il possible de parler du génocide vendéen sans s'énerver? On va essayer. On va essayer, mais bien évidemment, pour avoir une compréhension assez nette des choses, avant de parler de l'hypothèse du génocide vendéen, et les guillemets apparaissent dans mon esprit au terme génocide en fluo, vraiment, il faut parler de la Vendée, tout simplement. Il faut parler de la Vendée, c'est par la guerre de Vendée que je vais commencer, pour ensuite prolonger sur ce doublet mémoriel qu'est le mythe du génocide vendéen, et avec votre aide, j'en suis sûr, élargir ensuite le propos au mythe de l'histoire de France en général, et puis à la notion de mythe et de manipulation mémorielle. Bon. Qu'est-ce que la Vendée en 1790? Rien. Ou plus exactement, un ruisselet, une rivière qui traverse le chef-lieu qui a été désigné pour ce département nouveau forgé par l'Assemblée constituante. La Vendée traverse Fontenay-le-Comte. Et en tant que tel, il est essentiel de le rappeler, c'est une création terminologique de la Révolution que de donner le nom de Vendée, le nom de ce ruisseau, à un territoire départemental. Selon la règle arbitraire que la Constituante s'était établie comme ligne de conduite, aboutir à une carte de 83 départements équilibrés en superficie et dont tous les points puissent être atteints en aller-retour à cheval depuis le chef-lieu aussi centré que possible. C'est à ce titre que la Vendée a été territorialisée par la Révolution, par, plus exactement, le premier régime révolutionnaire, cette décennie de 1789 et 99 en compte 4 successifs, et on en parlera tout à l'heure, il est tout aussi arbitraire d'essentialiser la Vendée que d'essentialiser la Révolution. Donc la Vendée est une invention de l'Assemblée constituante, par prélèvement sur une province historique qui lui est préexistante et qui est le Poitou. La Vendée, c'est le tiers occidental du gouvernement de Poitou, donc qui incarnait dans une circonscription administrative d'Ancien Régime l'ancien territoire de la tribu gauloise des Pictons, qui lui a donné son nom. La Vendée a donc été établie par le législateur, mais il y a fort à parier qu'elle ne correspond à aucune réalité ressentie par ses habitants. La carte que je vous présente en haut en donne une petite idée, puisque sur le territoire du département, on peut trouver plusieurs composantes qui sont, d'un point de vue naturel, extrêmement hétérogènes. Le pays du bocage,
haut bocage et bas bocage peuvent être distingués, mais enfin, d'une manière générale, c'est ce paysage agricole caractérisé par la coupure des haies multiples. Le pays du bocage va constituer le pays insurgé par excellence. Il se situe plutôt dans le nord et l'est du département en question, mais bien évidemment, il en déborde. Les paysages naturels n'ont que faire des circonscriptions départementales. Il est nettement distinct de la plaine céréalière, vers le sud, et du Marais, vers l'ouest, qui va donner une délimitation occidentale assez instinctive, assez naturelle, à l'insurrection vendéenne en 1793. Il y a fort à parier que ces pays s'ignorent mutuellement, ces ensembles naturels s'ignorent mutuellement, et n'ont aucun sentiment de solidarité. S'ils dépassent l'horizon du petit pays, eh bien, le haut-bocage aura une tendance naturelle à regarder vers le massif armoricain, vers son extension septentrionale. La plaine vers l'espace détritique qui constitue déjà à cette distance le piémont du massif central, qu'on devine au sud-est. Quant au Marais, bon, il a les pieds dans l'eau, mais ça lui donne déjà une prémonition de l'ouverture atlantique. Et il regarde beaucoup plus vers cet au-delà que vers l'en-deçà du bocage. Donc inutile de chercher une solidarité ou une identité préexistante à l'appellation départementale. Toujours est-il que l'histoire a fait que, alors que partout ailleurs en France, les provinces historiques ont été transformées en départements, la Vendée est le seul département français à avoir accompli sa mue en province historique. En province historique post-révolutionnaire, parce que son identité nouvelle a été forgée par l'insurrection de 1793 et ses prolongements, ses métastases qui courent jusqu'en 1796, mais qu'on peut aller mener beaucoup plus loin, jusqu'à 1832 au moins, du moins sur le terrain, parce que dans les esprits, ça dure encore, du moins à certains égards. Alors, il faut en venir maintenant à l'identité spirituelle qu'on peut éventuellement retrouver dans l'espace vendéen. Il n'est pas fortuit constater qu'il s'agit d'un pays catholique, mais bon, la belle affaire, hein. Nous n'en sommes pas là pour le distinguer des autres contrées françaises. Hein. C'est un pays qui se trouvait à la lisière nord-ouest, partiellement, du fameux croissant huguenot. Est-ce que la Révolution a fonctionné comme un rejeu de la faille entre catholiques et protestants, qui s'y étaient entredéchirés à la fin du XVIe siècle? Non. Cet argument pourrait être valable pour une ville comme Montauban, dont on sait qu'elle a revécu le clivage huguenot-papiste en 1789-91, parce que ce clivage recouvrait partiellement un clivage de classe entre les ouvriers catholiques et les patrons protestants. Mais on ne peut pas employer cette grille de lecture pour la guerre de Vendée, pour expliquer la guerre de Vendée. En revanche, il y a une spécificité qui va là aussi en deçà de l'identité catholique incontestablement très forte de ce pays majoritairement rural, c'est le culte du Sacré-Cœur qui s'est développé depuis La Rochelle, donc depuis cette zone de reconquête de la réforme catholique qui était le diocèse de La Rochelle, plus au sud, et qui va doter les Vendéens insurgés d'un langage, à la fois visuel et spirituel, qui va s'incarner dans ce symbole bien tangible qu'ils porteront pour beaucoup d'entre eux, sur leurs vêtements. Donc il y a une certaine coloration cultuelle éventuellement propre à la Vendée et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Mais de quelle Vendée parle-t-on?
cette fois de la Vendée militaire, dont les limites se dessinent plus nettement, je le pense, sur la carte du bas que j'ai établie avec mes petites mains, hein, ça se voit, je pense, et qui est délimitée par un trait épais. Donc, comme vous pouvez le constater, ce que le régime révolutionnaire de la Convention va estampiller comme Vendée militaire déborde largement de ce département et ne l'inclut pas intégralement. Il est important de souligner que la marge méridionale, Luçon et les Sables d'Olonne, n'est jamais entré en insurrection. En revanche, des marges importantes de la Loire inférieure, qui historiquement parlant appartient à la Bretagne, du Maine-et-Loire au nord-est, qui est une portion de l'Anjou, jamais département n'a été aussi mal nommé que celui-là, et des Deux-Sèvres à l'est, qui appartenaient également au Poitou avant la Révolution, peuvent être incluses dans le périmètre de la Vendée militaire. Comment en est-on arrivé à le délimiter? C'est là qu'il faut en venir à la causalité diabolique qui va conduire au déclenchement de l'insurrection en mars 1793. Seuls les esprits schématiques, friands justement de lois mémorielles et de manipulation idéologique de l'histoire, ont l'obsession de trouver la raison monocausale qui peut expliquer un accident historique ou en l'occurrence un phénomène insurrectionnel. Ici, comme dans tous les autres cas que présente l'histoire, on se trouve face à un millefeuille de causalité. Très difficile à hiérarchiser, parce qu'il faudrait sonder les reins et les esprits pour savoir ce qui a pu l'emporter sur les autres causes. Le catalyseur, il est par contre aisé à repérer. Ce n'est pas la mort du roi, ce n'est pas l'exécution de Louis XVI le 21 janvier 1793 qui a déclenché la fièvre épidermique insurrectionnelle. C'est le décret de levée en masse de 300 000 volontaires pris par la Convention à la fin du mois de mars 1793 qui va être le déclencheur. Certes, l'exécution du roi a été mal ressentie dans un pays où l'attachement à sa personne se confondait avec celui au trait chrétien, mais je le répète encore une fois, dans ce cas-là, le déterminisme aurait poussé bon nombre d'autres anciennes provinces françaises à se soulever contre la Convention. En revanche, c'est le cocktail explosif constitué par l'écho de la mort de Louis XVI, avec les effets pervers de la constitution civile du clergé, qui, rapproché de la source inflammable qui était la levée des volontaires de mars 1793, a déclenché la guerre de Vendée. La constitution civile du clergé, promulguée en 1790, je vous le rappelle, je vous l'apprends, revenait à fonctionnariser le clergé de France. Donc, déjà à rebâtir sa carte, la carte ecclésiastique sur la carte départementale, et imposer surtout aux prêtres de prêter serment au régime révolutionnaire, de prêter serment d'obéissance aux lois de la Constituante. Elle a dessiné, cette obligation du serment, a dessiné une ligne de partage brûlante et de plus en plus profonde entre le clergé jureur, qui a accepté de passer le serment, et le clergé insermenté ou réfractaire qui s'y refuse. Et force est de constater qu'en Vendée, une bonne partie, la plus grande partie du clergé, a refusé le serment, ce qui est essentiel dans un pays où l'Église sert de structure. L'Église, je parle du lieu, et pas simplement de l'institution, sert de structure polarisante aux paysans des alentours. Et ça n'est pas propre à la Vendée, mais c'est tout de même plus spécifique à ce pays. C'est organisé
dès 1790-91, un culte clandestin qui aboutit, dans bien des cas, au dédoublement du clergé local. Dans une même paroisse, un prêtre assermenté peut coexister tout en l'ignorant avec un prêtre réfractaire qui garde toute l'affection de la majorité de ses ouailles. On va rappeler aussi, la Vendée n'a pas simplement été, enfin, ne fait pas simplement partie d'un vieux pays rural, d'un vieil ensemble bocager qui lui est préexistant, mais d'une zone de reconquête catholique. Donc les hautes eaux de la catholicité s'y sont manifestées pendant la période des missions de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. La propagation du culte du Sacré-Cœur en était un des éléments les plus pittoresques, si on peut s'exprimer ainsi. Donc d'une certaine manière, c'est une catholicité jeune, à l'échelle de l'histoire, une catholicité rénovée dans ses fondements depuis la fin du XVIIe siècle, qui s'expose au traumatisme de la constitution civile du clergé. Incontestablement, si on voulait isoler une nappe, une couche structurelle qui était particulièrement déterminante ici, c'est cet élément. Pourquoi maintenant le pays bocager a été plus particulièrement affecté que les marges occidentales, le Marais, et méridionales, la plaine, que de la Vendée? Parce que ici, l'ordre fiscal nouveau imposé par la Constituante s'est révélé, une fois n'est pas coutume, plus défavorable au Poitevin, qui était plutôt privilégié dans ce régime, dans ce système de l'exception fiscale, qui était l'impôt d'Ancien Régime. Donc les Vendéens du pays bocager payent plus, proportionnellement parlant, qu'ils ne payaient avant 1789. Et ça, à tous égards et sous tous les paysages, c'est plus important que Dieu et le roi, il faut bien le dire, parce que ça se ressent dans le budget annuel. Donc, le millefeuille est à peu près complet ici, qui nous conduit à la couche supérieure, qui est la levée des volontaires de mars 1793. Pourquoi la Vendée s'y montre particulièrement, enfin, y réagit de façon particulièrement épidermique? Parce qu'il faut le souligner, le temps du volontariat n'est plus au début de l'année 1793. Quand la France est entrée en guerre un an auparavant, en mars 1792, et c'était encore la France de la royauté, à ce moment-là, il y a eu des volontaires, des vrais, par dizaines de milliers. Désormais, un an après, l'espoir d'une guerre courte s'est évanoui, comme il arrivera à d'autres reprises dans l'histoire, et le volontariat est désormais perlé. C'est-à-dire que la Convention nationale, qui a été établie après la chute du roi en septembre 1792, a établi un système de quotas, en imposant une contribution militaire, une contribution en hommes, à chaque département, en fonction de ce que ces départements avaient apporté au cours de l'année précédente. Or, les Vendéens avaient fourni peu de volontaires, de 92 à 93, aux armées de la France révolutionnaire. Moralité, ils vont devoir en fournir plus à partir de la levée de mars 1793. L'impôt du sang plus l'impôt tout court réévalué à la hausse suffirait à expliquer que dans ce pays qui n'était absolument pas prédisposé au soulèvement, l'embrasement a été aussi violent qu'inattendu. Rappelons-le encore une fois, le langage idéologique de la Vendée révoltée se résume pour nous, dans nos esprits spontanément, à la formule Dieu et le roi. Je ne dis pas que c'est faux. Je dis simplement que c'est la façade. Je dis simplement que c'est la façade explicite qui peut servir de programme pour
pour inventer une fédération de vues entre des insurgés qui ne se connaissaient pas la veille encore. Bon. De là à dire que la guerre de Vendée a été une guerre menée par des contre-révolutionnaires contre la Révolution, il y a un pas qu'il vaut mieux ne pas franchir. Parce que c'est sous une autre forme qu'il vaut mieux interpréter ce soulèvement. Ce n'est pas la dialectique révolution face à la contre-révolution qui marche ici, c'est plutôt la dialectique centre-périphérie qui se manifeste crûment dans des espaces qui, pendant l'Ancien Régime, au cours du XVIe ou XVIIIe siècle, avaient déjà donné leur écho de soulèvement populaire à connotation antifiscale, hein, puisque la Vendée n'est pas simplement la partie nord-ouest de l'arc protestant, mais elle participe aussi de cet amphithéâtre insurrectionnel qui, des va-nu-pieds de Normandie aux Cascadeus de Provence, manifeste bien la défiance des pays les plus éloignés du centre directionnel à toute forme de centralisme. Et dans une large mesure, on pourrait argumenter que peu importe la couleur idéologique du régime contre lequel les Vendéens s'insurgent en 1793, ce qu'ils expriment confusément, c'est le rejet des directives du centre. Le centre leur intime l'ordre de partir à la guerre, d'aller repousser les Prussiens et les Autrichiens, qui ont été les deux premiers protagonistes auxquels la France a dû scoltiner alors qu'elle avait encore un roi à sa tête, à partir du printemps 92. Et puis depuis janvier 93, une coalition dans laquelle vont entrer à peu près toutes les têtes couronnées d'Europe, s'est constituée autour de l'Angleterre. L'alerte est maximale aux frontières nord-est, mais les Vendéens ne se sentent pas concernés par cette guerre. Les Vendéens ne perçoivent pas l'enjeu comme l'ont par contre parfaitement perçu et instinctivement les Champenois, les Picards, qui se trouvaient participaient du glacis protecteur de la France depuis plusieurs siècles et avaient été aux premières loges de tous les coups de boutoir infligés par les adversaires, espagnols, autrichiens, prussiens, etc. Ça nous donne aussi la clé de compréhension, une des clés de compréhension qui explique que la façade occidentale de la Vendée, et surtout sa lisière méridionale, a peu ou pas bougé au moment de l'insurrection. Parce qu'ici, il y a une tradition ancienne de défense côtière contre l'anglais. De défense côtière contre les Anglais qui, il n'y a pas si longtemps encore, pendant la guerre de 7 ans qui s'est achevée en 1763, s'en sont pris au littoral, pas seulement breton, on les a vus à Quiberon, ils ont croisé au large des Saints de Dolonne. Donc ici, on sait ce que le danger extérieur signifie. Ça n'est pas le cas dans la majorité du département vendéen et des franges départementales voisines qui vont dessiner la Vendée militaire. Voilà donc l'espace qui se soulève en mars 1793 à partir d'un épicentre qui, soit dit en passant, est extérieur au département vendéen, dans le bourg de Saint-Florent-le-Vieil, qui est dans l'actuel Maine-et-Loire. Donc, à l'occasion d'une levée, la jeunesse locale se manifeste violemment réfractaire. Le sang coule parmi les représentants de la Convention et les soldats républicains. Et puis, de fil en aiguille, l'embrasement va gagner un vaste périmètre. Par le système du bouche à oreille et du tocsin, qui fonctionnait déjà sous l'Ancien Régime comme le principal marqueur, et les épisodes de massacre contre les patriotes, comme on appelait d'une façon synthétique les tenants de la Révolution depuis 1789, se succèdent avec quelques sommets à Saint-Florent-le-Vieil ou à Machecoul. Des prêtres réfractaires vont encourager très rapidement la rébellion et va se constituer une véritable armée qui fait que
le terme de guerre n'est pas usurpé pour désigner ce qui va se jouer, du moins jusqu'en décembre 1793. La guerre de Vendée proprement dite, elle a duré le temps d'une gestation. Elle a duré 9 mois. Il y a guerre parce qu'il y a une armée, l'armée catholique et royale, comme elle se désigne elle-même. Jamais les Vendéens se désignent eux-mêmes comme Vendéens. Je le répète, cette appellation administrative est complètement inerte dans leur esprit. Il y a une armée catholique et royale avec son état-major, qui va se constituer rapidement, dont les premiers chefs sont de simples paysans, comme le garde-chasse Stofflet ou le colporteur Caclino, et puis assez rapidement, un certain nombre de hobereaux, de ces petits seigneurs qui ont du foin dans les bottes et qui sont dans une situation de connivence affective avec leurs gens, sur lesquels ils n'en exercent pas moins un magistère seigneurial très impérieux. Eh bien, ces petits hobereaux vont être sommés de faire leur devoir et d'assurer leur rôle d'encadrement militaire qui justifie leur appartenance à l'ordre privilégié de la noblesse, même si la noblesse a été abolie par la Constituante en 1789. On retrouvera là les noms emblématiques de Bonchamp ou de Henri de la Roche-Châtelain qui vont, dans son dernier cas, va fournir un généralissime à l'armée catholique et royale. Il y a une armée constituée, même si, vous pouvez le deviner aisément, son attirail militaire est fait de briques et de broc, et il y a un quartier général qui tourne, mais qui va, pour l'essentiel, se positionner à Châtillon, en lisière est du pays bocagé insurgé. Donc il faut bien distinguer la guerre menée par l'armée catholique et royale de la chouannerie, qui est une guérilla et qui lui est préexistante, même si le partage n'est pas évident à faire entre les deux éléments. On y reviendra tout à l'heure. Pendant le printemps 1793, l'avantage est aux Vendéens, parce que l'effet de surprise a compté. Il remporte presque partout des succès, le bocage et les chemins creux qui le caractérisent, favorisant les embuscades contre les Bleus, du nom de l'habit des soldats républicains. Il s'agit d'ailleurs, toute armée qu'elle soit, d'une guerre de coups de main, avant que les Blancs de l'armée catholique et royale se sentent suffisamment hardis pour s'en prendre aux places fortes que sont, à leur échelle, les villes de Thouars, de Cholet et de Saumur. Les armées républicaines envoyées contre les rebelles par la Convention essuient revers sur revers jusqu'au début du mois de juillet. Et puis, à un deuxième stade, l'armée catholique et royale s'est sentie suffisamment forte pour s'en prendre à Nantes. Et cette fois, c'est l'échec. Caclino, qui est alors général en chef, trouve la mort pendant cet assaut. La résistance de Nantes, qui renoue de toute façon avec une des grandes caractéristiques des révoltes d'un ancien régime, qui était l'absence de solidarité entre ville et campagne. En règle générale, la résistance de Nantes va sonner le glas pour les Vendéens. Il faut souligner encore, outre le clivage centre-périphérie, j'avais oublié de le dire, tellement ça allait sans dire, enfin bon, il faut quand même le poser, le clivage ville-campagne a également fortement fonctionné dans le cas de la Vendée. La Vendée n'est pas dépourvue de villes, mais elle comporte des bourgs qui, quelle que soit leur modicité démographique, cumulent toutes les fonctions urbaines. L'urbanité n'étant pas nécessairement une question de poids démographique. Or, il faut le souligner, alors que l'abolition des privilèges dans la nuit du 4 août 89 a été très bien accueillie par les paysans vendéens, comme à peu près partout à travers le pays, le rachat des biens, le rachat des droits féodaux ne s'est pas fait majoritairement au profit des petits paysans vendéens. Et ce sont les nouveaux propriétaires bourgeois qui avaient investi dans l'arrière-pays qui s'en sont rendus les maîtres. Et comme tout nouveau riche qui se respecte dès qu'il investit dans le foncier, ces nouveaux maîtres de la terre se montrent extrêmement tatillons vis-à-vis de leurs dépendants. Donc, passé l'euphorie initiale, on comprend aussi
pourquoi le malaise s'est transformé en grogne parmi les paysans de l'Ouest poitevin. Il s'agit ici aussi d'espoir déçu envers cette révolution dont ils attendaient certainement beaucoup. Revenons à l'historique de la guerre. Le printemps avait été heureux pour les Vendéens insurgés. L'été va être meurtrier. Puisque, début août, pour en finir avec les révoltés de l'Ouest, la Convention décrète une manière de guerre totale à la Vendée. C'est l'un des membres du comité de salut public qui s'en est fait l'exécuteur testamentaire en quelque sorte, Barère, dont on retient et dont on a discuté à l'envi ces dernières décennies les formules fameuses « détruisez la Vendée », évidemment, puisque le pays doit être saccagé, les maisons incendiées, les récoltes détruites, les arbres coupés. Sur le plan rhétorique, le discours du 10 août 1793 prononcé par Barère fournit aux tenants du génocide son argumentaire purement éloquent. C'est Kléber qui est chargé de mater les Vendéens avec les troupes qui ont dû évacuer Mayence, parce qu'il est essentiel de comprendre que dans l'esprit de la Convention, la guerre qui se mène en Vendée n'est qu'un des épisodes de la guerre générale que doit mener la forteresse républicaine assiégée. Le discours de Barère, dont on retient la formule « détruisez la Vendée », il doit être prolongé par ce qui suit « détruisez la Vendée » et Valenciennes sera libérée des Autrichiens. Détruisez la Vendée et les Prussiens quitteront les bords du Rhin. En d'autres termes, il y a un jeu de répond entre l'ennemi de l'Ouest et l'ennemi de l'Est qui implique d'être terrible pour ne pas être asphyxié. Cette mentalité obsidionale du gouvernement républicain, je ne cherche pas à l'excuser, mais quand on la replace dans son contexte et qu'on y rétablit, on peut la comprendre, on peut en reconstruire la mécanique. Mais pour l'instant, il a été question de discours. Est-ce que ces discours ont été traduits dans le domaine, sur le plan des faits? Soulignons-le encore une fois, le discours de Barère n'est jamais lu dans sa complétude. Il se poursuit, il faudra l'analyser tout à l'heure, en précisant que ce sont des rebelles qui sont poursuivis, des brigands, pour reprendre la terminologie qui n'est pas propre à la Révolution, qui encore une fois est une ressucée de l'Ancien Régime. Ce sont des brigands qui sont poursuivis. Les populations civiles, en particulier femmes, enfants et vieillards, devront constituer la catégorie des réfugiés de Vendée, qui devront être expatriés loin du théâtre des opérations et secourus en attendant que la rébellion soit éradiquée. Je ne commente pas pour l'instant, je rappelle simplement ce qu'est le verbe de Barère. Quoi qu'il en soit, au cours de l'été, l'affolement commence à saisir l'armée catholique et royale. Les chefs vendéens subissent une défaite là où ils avaient connu, la même où ils avaient connu leur premier succès, à Cholet. Et c'est dans la suite que va se situer l'exode d'une cohorte d'environ 50 000 combattants, femmes, vieillards, enfants confondus, qui décident de passer la Loire, de passer le fleuve à Saint-Florent-de-Vieille, sous la conduite de La Roche-Jacquelin, dans l'espoir assez fou de gagner le port de Granville, sur la côte de la Manche, hors champ sur la carte qui vous est présentée, avec la perspective d'y recevoir le secours de vaisseaux envoyés par l'Angleterre. Cette virée de Galerne, comme on l'a appelé dans l'histoire, va se poursuivre jusqu'à la Manche en effet, avant que l'on constate qu'aucune voile anglaise n'apparaissant à l'horizon, il n'y a rien d'autre à faire que de refluer en désordre vers le sud. C'est là que l'armée catholique et royale, enfin ce qu'il en reste, parce qu'au fur et à mesure de l'exode, elle a fondu et nombre de ces éléments se sont reconfigurés
en chouannerie, c'est-à-dire en guérilla locale à travers la Bretagne, le Maine et l'Anjou. C'est là que ce qui reste de l'armée catholique et royale démoralisée va se faire battre à 10 jours d'intervalle au Mans, le 13 décembre, puis à Savenay, le 23 décembre 1793. Nativité qui marque, qui est plutôt un enterrement hein, pour la guerre de Vendée. Ce nouveau désastre porte un coup fatal à la randonnée, après laquelle, formellement parlant, il n'est plus question de guerre, mais de chouannerie. Donc, dans un espace qui, comme vous pouvez le constater, n'est que périphérique à celui de la Vendée militaire, mais embrasse par contre tout le massif armoricain. Territorialement parlant, il a une solidarité qui est beaucoup plus nette. La différence entre chouannerie et guerre de Vendée est affaire de dosage opérationnel beaucoup plus que de causalité, parce qu'on pourrait alléguer les mêmes causes en ordre dispersé pour expliquer la guérilla perlée qui va s'y poursuivre au moins jusqu'en 1796. Au fil du temps, elle va perdre l'essentiel de ses effectifs. En 1795, une paix relativement honorable est conclue avec la majorité des chefs chouans qui tenaient encore la route. Seule Charette va faire cavalier seul et donner la main aux Anglais et aux contre-révolutionnaires qui, cette fois dignes de ce nom, qui ont débarqué à Quiberon, plus au nord-ouest, avant de périr, après d'avoir été arrêté, et les 35 fidèles qui lui restaient, fusillés en 1796 par le gouvernement du Directoire. Je suis allé vite sur la fin, comme vous pouvez constater, parce que ça n'est plus la confrontation militaire qui m'intéresse désormais, mais le retour sur la pertinence des horreurs commises par la République dans l'espace vendéen. Est-il question de les nier? Non pas. Et d'ailleurs, personne ne s'y est jamais frotté. Une guerre des chiffres indécente comme d'habitude en pareil cas a été livrée à plusieurs reprises entre historiens, les uns accusant les autres de minimiser le poids de la guerre. Qu'est-ce qu'on peut dire de façon sûre et certaine? D'après les derniers décomptes établis par le Centre vendéen de recherche historique, qui ne peut pas être soupçonné d'être vendu aux Jacobins et aux tenants d'un centralisme outrancier, ce sont 170 000 Vendéens qui ont péri pendant les opérations s'étalant de 1793 à 1796. 170 000 Vendéens et 70 000 soldats républicains. Je vous laisse mesurer ces proportions. Ça fait un rapport, pas tout à fait de 1 pour 2, mais nous sommes tout de même très loin du ratio entre les victimes de la Shoah et le nombre de gardiens de camp qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, puisqu'il faut bien commencer à en parler de cette hypothèse génocidaire. Il n'en reste pas moins que cet effectif considérable fait de la guerre de Vendée l'élément quantitatif qui a été le plus dévastateur pendant la période de la terreur révolutionnaire. Parce qu'un comptage a aussi été établi, et de longue date, par l'historien britannique Donald Greer dans les années 1930, sauf qu'il s'en est tenu à la terreur judiciaire, donc au procès suivi d'exécution. Il a pu établir que sur 200 000 personnes incarcérées en France, de 35 à 40 000 ont péri, parmi lesquels 17 000 condamnés à mort, 20 000 tués sans jugement et quelques milliers mortes de faiblesse ou de maladie en prison. Sur les 17 000 condamnés, 14 000 sont répertoriés comme suit dans les registres du tribunal révolutionnaire. 6,5% d'ecclésiastiques,
8,2% de nobles, 25% de bourgeois, 28% de paysans et 31% d'ouvriers. Évidemment, la terreur n'a pas frappé que les membres des deux ordres privilégiés, idéologiquement honnis par le nouveau régime. Ça n'est pas une nouveauté que de l'établir. Et il en est de même, cette ventilation sociale, elle est encore accentuée quand on examine ce qui s'est passé en Vendée. Les morts sont des morts du peuple, en fait. Sont des morts des classes populaires dans une proportion écrasante qui ont fourni à l'accusation et au tenant de l'idée du génocide un argument, l'argument qui permet de retourner contre elle-même l'idéologie révolutionnaire, émancipatrice du peuple, prétendument émancipatrice du peuple, elle finit par le dévorer. C'est ce que la Vendée offre comme aubaine mémorielle à ceux qui ont entrepris de s'en emparer comme un pseudo-objet d'étude. En tirant argument des déclarations de principe tonitruantes proférées par Barère et par quelques autres au cours de l'été 1793. Quelle aubaine, là aussi, parce qu'on attend toujours de tomber sur le document écrit, qui décrirait par le menu le modus operandi de la destruction des Juifs d'Europe, signé Adolf Hitler et contre-signé Heinrich Himmler, et qui donnerait étape par étape l'accomplissement technique de ce qui s'est passé dans les camps pendant la Seconde Guerre mondiale. Or, ici, une dynamique destructrice a été inscrite noir sur blanc et prise par les sténographes des débats de la Convention. Un génocide qui se revendique, on ne va pas lui refuser cette revendication, bien entendu. Sauf que ici, tout n'est pas affaire de paroles. Ces paroles, en général, elles sont, je le répète, elles sont tronquées quand elles sont alléguées, mais admettons, ça n'est pas ce qui peut être le plus déterminant, et voyons sur le théâtre des opérations ce qui peut être mis en avant. Toujours deux focales qui ont été choisies par l'accusation. D'une part, les exécutions en série perpétrées par le représentant en mission Carrier, qui, trouvant les prisons combles dans la ville de Nantes, a résolu de se débarrasser de près de 3000 détenus suspects en les noyant dans la Loire à bord de bateaux pièges à coque ouvrante. Ces noyés de la Loire ont toujours pu être servis. Je vous en présente une gravure d'époque qui le dramatise aussitôt, ont toujours pu être servis comme se rapprochant le plus du modus operandi quasiment industriel de ce qui semble être la spécificité de la dynamique génocidaire. Autre chef d'accusation, les fameuses colonnes infernales du général Turreau, qui s'avance dans le pays bocagé au début de l'année 1794, après donc, la déroute de l'armée catholique et royale, et qui ont pour consigne de faire table rase du pays, de brûler les champs, d'abattre les armes, et vont incontestablement exaspérer les haines. Bon. Et là, l'avancée des colonnes de Turreau a des airs de corps franc en avant des troupes de la Wehrmacht qui sont les exécuteurs de la Shoah par balle, et donne le sentiment que la Vendée a été vouée à la destruction pure et simple, à l'éradication. Et on en tourne toujours à cela. Encore une fois, il n'est pas question de discuter la véracité de ces faits. Mais simplement de poser le problème, pourquoi la Vendée et pas ailleurs? Pourquoi cette focalisation sur les barques à fond pivotant de Carrier à Nantes,
alors qu'il n'est jamais venu à l'esprit lyonnais de réclamer des réparations pour les fusillades perpétrées dans la plaine des Sadons par le représentant en mission Fouché au même moment, et qui, par esprit d'économie de balles, attachait les condamnés par paire pour arriver plus facilement à leur éradication. Pourquoi, surtout, ériger la Vendée, enfin ériger les violences vendéennes en génocide? Il faudrait déjà réussir à démontrer que les Vendéens sont un génos, sont un peuple. J'espère avoir fait en sorte de vous démontrer que cette identité ne peut absolument pas être, n'est absolument pas repérable dans l'espace. Alors que, on oublie souvent, mais il y a eu pendant la Terreur 3000 Basques qui ont été déportés jusqu'à Bordeaux parce qu'ils étaient suspectés, ne parlant pas français, parlant pas pour autant nécessairement espagnol, soulignons-le, de vouloir se rallier à l'adversaire d'Outre-Pyrénées. Et beaucoup d'entre eux ont péri dans les prisons de Bordeaux. Le même Barère, dont on cite toujours le discours sur la Vendée, a eu des accents à coloration nettement plus... d'un nationalisme agressif, en suspectant le patriotisme des Alsaciens parce qu'ils ne parlaient pas français. Or, je répète, aucune idée d'ethnocide alsacien, lyonnais ou basque n'a été imputée au régime révolutionnaire. Alors, il faut tout de même en convenir, la focalisation sur la guerre sur la guerre de Vendée a été un moyen d'essayer de vider, au cours du XIXe siècle d'abord, la querelle des deux France, qui a connu plusieurs rejeux jusqu'à au moins la Première Guerre mondiale. La querelle des deux France, c'est-à-dire la France monarchiste et la France républicaine. Bon, soulignons-le, après 1796, l'Ouest bocagé va encore se rebeller à plusieurs reprises. Et l'entretien du souvenir des morts de la Vendée a été pieusement fait de part et d'autre. En 1799-1800, quand une nouvelle Vendée se manifeste. En 1815, quand le retour de Napoléon aux 100 jours ne suscite pas un enthousiasme débordant dans l'ouest de la France, c'est moins qu'on puisse dire, puisque la guerre de Vendée reprend à nouveau frais avec un personnel quasiment inchangé. Parmi les chefs vendéens insurgés, c'est encore La Roche-Jacquelin qui est là. Pas Henri, mais Louis, son frère cadet, qui est un fringant quadragénaire parfaitement en mesure de reprendre la balle. En 1832, la fantasque duchesse de Berry, nièce du roi Charles X, va... belle-fille du roi Charles X, va se lancer dans une équipée à travers la Vendée où elle essaie de galvaniser les espoirs populaires pour tenter de renverser le régime Louis-Philippard qu'elle vomit. Dans ce dernier cas, ce sont des royalistes qui tentent de soulever les Vendéens, lesquels leur font la sourde oreille. Parce que, je le répète, ce n'est pas une révolte royaliste que les Bleus ont éradiquée en 1793 et 1794. C'est une révolte populaire de la périphérie qui n'entend pas se laisser dicter sa conduite par le centre. Et c'est un élément beaucoup plus déterminant, outre la catholicité, qui, là, se manifeste avec véhémence. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on va assister d'abord à une royalisation de la Vendée, qui est particulièrement vivace pendant cette épreuve de force entre royalistes et républicains qui a été la période 1870-1885. Il ne faut pas l'oublier, la Troisième République a mis une petite décennie à être conquise par les républicains, et la bataille mémorielle a été ici absolue entre les deux camps. Elle s'est traduite dans l'iconographie. où on s'est renvoyé terme pour terme les horreurs
mutuelle de la guerre de Vendée pour diaboliser l'adversaire. Vous en avez une figuration républicaine dans le tableau de Gustave Flamingue qui se trouve en dessous de la gravure représentant les noyers de la Nantes. Ce tableau date de 1884. Bon. Et il décrit les horreurs perpétrées par les Vendéens contre les patriotes pendant l'insurrection de 1793-94. Gustave Flamingue force de trait ostensiblement en montrant des aristocrates vendéennes encadrant le chef insurgé Charette, qui toise des victimes des insurgés, parmi lesquels un prêtre jureur qui a été émasculé et gît pendu, enfin attaché à un arbre. À quoi répond le vitrail? Ce vitrail ornant une église vendéenne, ornant une église vendéenne et qu'on peut voir aujourd'hui au musée d'Aubray de Nantes, montrant une fusillade de paysans vendéens par les soldats bleus. Se sont donc constitués deux martyrologes qui opposent leur mort terme à terme et qui traduisent sur le plan mémoriel dès la fin du XIXe siècle le clivage entre républicains et conservateurs royalistes, qui à cette époque recoupe le clivage entre gauche et droite. Au fil du temps, ce martyrologe va s'estomper, va perdre son caractère idéologique brûlant pour s'intégrer à la nouvelle mémoire provinciale vendéenne, qui s'est dédramatisée et qui, sur place, à quelques exceptions partisanes près, entretient le souvenir de ces morts sans les sommer de sortir de leur tombeau pour donner des leçons aux vivants. Et, c'est cela qu'il faut souligner, les tenants du génocide vendéen, qui gesticulent depuis la fameuse thèse de Reynald Sécher, laquelle a eu l'heure de bénéficier de l'imprimature de Pierre Chournu et de François Furet, ne cherchent pas foncièrement à rendre justice aux morts de l'insurrection. Ils cherchent explicitement à faire le procès du régime républicain, en fondant leur argumentaire sur un syllogisme qu'on pourrait résumer comme tel. Tout régime qui a du sang sur les mains est illégitime. La République a le sang des Vendéens sur les mains. Moralité, la République est illégitime. Évidemment, ça n'est jamais présenté sous cette forme explicite. Mais il est essentiel que la Vendée soit l'objet de cet argumentaire, parce qu'elle présente des victimes qui sont 100% wasques, si je peux m'exprimer ainsi. Pas white anglo-saxonne, évidemment, mais WFC fait un acronyme qui est assez difficile à prononcer, mais white French catholique, évidemment. Il y a quelque chose là-dedans que nul ne peut disputer aux Vendéens, c'est leur identité française au sens tellurique du terme, telle que une certaine coloration idéologique veut le configurer. C'est de ça que je vais discuter avec vous, parce que le volant mémoriel de la question, je l'ai laissé volontairement pour l'essentiel au moment de l'échange, parce qu'il y a beaucoup d'années maintenant, dans cette espèce de projection fantasmatique qu'est la conception d'un génocide vendéen, et qui sert implicitement, j'en suis persuadé, à dévaluer la gravité d'autres génocides au prix d'une constante dramatisation de l'histoire. Nul ne songerait, je répète, pour conclure, à nier les violences de la guerre de Vendée. Violences perpétrées par un gouvernement républicain qui était saisi de panique. Mais il est nécessaire de les rapporter à leur identité de crime de guerre
et de ne pas les transformer en génocide, parce que les Vendéens n'étaient pas visés en tant que peuple ou en tant que catégorie identifiée par ses croyances, sa langue ou sa religion, comme on peut le retenir dans l'identification arbitraire d'autres populations qui ont subi un génocide. Ils étaient identifiés comme rebelles pour les fautes qu'ils avaient commises envers un régime donné. On peut discuter de la réalité de ces fautes, on ne peut pas discuter en revanche du fait que les Vendéens n'étaient pas visés en tant que peuple. Ou alors, eh bien, qu'on décrète, légalement parlant, la pertinence de transformer les effets, de renommer les effets de la révocation de l'édit de Nantes en génocide. Parce que là, on peut parler de planification, on peut parler de préméditation de la part du régime de Louis XIV contre un adversaire qui ne présentait pas un danger public. Il y avait eu un parti protestant offensif, mais qui avait été démilitarisé et avait perdu sa substance depuis 1629, et l'édit de Grasse, dit de Grasse d'Alès, évidemment. En 1685, c'est une minorité calviniste qui se tenait à carreau, qui n'avait pas bougé pendant la fronde du milieu du XVIIe siècle, qui a été niée en tant que catégorie confessionnelle. Et même s'il est difficile de quantifier les effets de la poursuite des poursuites menées contre les nouveaux convertis qui refusaient de se reconnaître comme catholiques, il y a fort à parier qu'ils n'ont pas été négligeables. Donc, je veux bien qu'on parle d'un génocide vendéen, mais je l'accepterai quand on parlera d'un génocide protestant, perpétré par la France monarchique. Il va sans dire qu'à mes yeux, l'un comme l'autre sont une absurdité au regard de l'histoire. Je vous remercie et j'attends vos questions, si tant est qu'il y en ait. Bien, merci beaucoup Laurent d'avoir laissé autant de temps pour le débat, parce que il va y avoir effectivement, alors merci pour le dépoussiérage. Je crois que c'est vrai que les guerres de Vendée, je le dis pour les plus jeunes, on y consacre très peu de temps dans les cours d'histoire, notamment en seconde quand on traite de la Révolution. Je ne sais pas si le public qui est là avait une vision aussi précise que celle qu'il a désormais de cette période qui a été un peu particulière dans l'histoire de France. Il va sans dire que la discussion, au-delà des questions purement historiques, portera forcément sur cette utilisation du terme de génocide. Et bien entendu, on répondra, Laurent Abzou, qui a l'habitude de dépoussiérer des mythes. Je vous invite à lire ses chroniques dans plusieurs titres, je pense notamment à Atlantico et autres. Je vous invite à le suivre, c'est assez facile maintenant sur Internet. Vous allez voir qu'il apporte un décrassage sur bien des mythes qui ont été des mythes fondateurs de l'histoire de France, celles qu'on voudrait réinventer de façon parfois un peu fantasmatique. Voilà, vous avez la parole et les micro-baladeurs sont à votre disposition. C'est sûr que sur le Moyen-Orient, vous êtes plus bavard. Hein. Ça chauffe plus. On peut parler du génocide arménien alors. On a eu le problème avec les Turcs et c'était moi qui étais là, qui était à ta place. Allons-y. Je suppose que sinon attendez-vous au pire. C'est Marc de Velder qui traditionnellement pose la première question, quel que soit l'endroit où il se trouve. Ben voilà. Je vous avais prévenu. Hein. Il y a un courageux. Trop tard. Non, alors je voulais juste arriver à 2018, qui a intérêt politiquement à recréer ce génocide, et pour quelles raisons? Parce que, effectivement, dans l'histoire de France, des massacres, il y en a eu tout un paquet, et à ce moment-là, on pourrait avoir 250 génocides, et ça change complètement le mot génocide. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, depuis, on va dire, les années 30 jusqu'à aujourd'hui, qui s'empare de cette question, en dehors de, bien sûr, la famille de Villiers, mais d'autres personnes, et qui ont intérêt à recréer ce combat? Bon, une chose est sûre, ce ne sont pas les Vendéens.
Ce ne sont pas des Vendéens qui, en règle générale, ont, je le répète, dédramatisé le propos et sont conscients désormais que leur identité très forte a été forgée dans le sang et dans la douleur, mais n'en font pas une machine de guerre idéologique. Là, il y a un vote à droite qui est fortement ancré dans ce département qui ne s'est pas démenti tout au long de l'histoire, mais voter à droite, ce n'est pas voter contre la République, bien entendu. Donc la question n'est pas là. Ceux qui ont intérêt, c'est ceux qui cherchent à reconstituer une mémoire historique cohérente qui permet de pleurer nos morts. Et ce nous, évidemment, je ne le personnalise pas, je leur laisse. Hein. Nos morts signifiant la volonté d'établir un martyrologe qui appartient à l'espace national, hein, et dont il est estimé qu'il a été démenti, occulté au nom de la dictature de l'universel, en fait, qui font qu'il n'y a pas besoin d'être juif pour pleurer les morts de la Shoah, et il n'y a pas besoin d'être namibien pour être horrifié du véritable génocide perpétré par les Allemands contre le peuple héréro dans ce qui était leur sud-ouest africain en 1904, dont on fait le premier génocide du XXe siècle. Ah, il suffit d'être philosémite et d'être anticolonialiste pour refuser ces horreurs. Mais les ultranationalistes, parce qu'il faut les nommer comme ça, n'arrêtent pas de gémir dans l'idée que l'humanisme est une forme de racisme anti-blanc. Bon, et par anti-blanc, ils entendent évidemment anti-français, puisque tous les blancs ne les intéressent pas au même niveau. Donc, pouvoir bénéficier de l'effet de masse incontestable offert par les dizaines de milliers de morts de la Vendée permet de mettre en avant l'éternelle idée que la France se meurt du déchirement intérieur et que, au lieu de donner la priorité à la fin, au lieu de donner la priorité à son positionnement sur la scène internationale pour mieux se défendre de l'étranger, justement, elle a gaspillé son énergie et ses forces vives en détruisant ses propres enfants. Bon, et puis en plus, des enfants qui, ça n'est pas anodin, représentaient la France éternelle, la France rurale qui avait les pieds dans la glèbe, ne savait ni A ni B en règle générale, mais professait une morale simple et pure. Tout cela est parfaitement pétainiste, hein, ce que je suis en train de vous décrire. Il entre une bonne part d'anti-intellectualisme aussi dans la sacralisation des morts de la Vendée. Parce que c'est une manière aussi de dénoncer les vertiges de l'idéologie, cette invention de la Révolution, d'une certaine manière, qui, sous prétexte de conduire à forger un homme nouveau, à nier les Vendéens comme une sorte d'infra-humanité encore reléguée dans l'obscurantisme des prêtres et des superstitions. Ce qui est pervers, c'est que ce discours, la fin de ce discours, il est vraiment tenu par une partie du personnel révolutionnaire. Donc il y a un incontestable mépris et une incompréhension profonde envers la manifestation brute de l'insurrection vendéenne. Et puis je le répète, l'effet de surprise a eu aussi un effet traumatique sur le comité de salut public qui n'avait rien vu venir de ce côté-là. En fait, il a fallu faire payer aux Vendéens à proportion du coup de théâtre qu'ils avaient réalisé qu'ils avaient perpétré contre la Révolution. Et, je le répète, une grande part de surenchère dans l'affolement y est entrée. Mais justement, ça, c'est pas de la planification. Ça n'est pas de la planification, justement, c'est de l'acharnement. C'est pas le mode opératoire qui définit le génocide, c'est
la préméditation, fondamentalement parlant. Ce qui fait que, même si, dans un autre registre, le communisme de guerre, cumulé avec toutes les destructions du stalinisme, ont fait bien plus de morts que les 6 millions de juifs de la Shoah, il n'en restait pas moins que les violences du régime soviétique ne pourront jamais s'être qualifiées de génocidaires. C'est une question de terminologie. N'empêche que, si on veut l'exprimer comme ça, il y a plus d'êtres humains qui sont morts du fait de Staline que du fait d'Hitler. D'accord. Mais pour moi, le débat n'est pas là. Je me place du point de vue de la lettre, de la notion, alors que les tenants du génocide n'en finissent pas de donner toujours une coloration larmoyante à leur mort. Donc quand on leur oppose ces arguments juridiques et terminologiques, ils répondent « Mais vous voyez, les morts de la Loire, les colonnes infernales de Turow, c'est quand même extrêmement violent tout cela. » Et bien sûr que c'est extrêmement violent, mais ce n'est pas le superlatif de la violence qui va conduire au génocide. C'est le caractère mécanisé de la chose, plus le projet qui a préexisté à la réalité du danger. Il y avait un réel danger du point de vue, du point de vue du gouvernement révolutionnaire dans l'Ouest caucasien. Alors que les Juifs ne présentaient aucun danger pour le régime hitlérien lorsqu'il a mis en œuvre la Shoah. Ma question c'est depuis quand date ce mythe du génocide? J'explique ma question, c'est parce que je suis allé dans une église à Clisson, en Vendée. Oui. J'ai vu une stèle mémorielle, avec des noms, un petit peu comme il y en avoir sur la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. Et en dessous, une petite phrase avec ils sont morts pour leur foi. Quelque chose comme ça. Cette stèle, je suis désolé pas de me souvenir exactement de quand elle a été placée, mais je crois que c'est la fin du 19e. Et donc voilà, de quand ça date, cette idée du génocide, parce que quand on dit que ces gens-là sont morts pour leur foi, il y a cette idée de les a tués pour que... Oui, voilà, on les a tués parce qu'ils étaient des catholiques fervents. Voilà, effectivement. C'est vraiment depuis que Reynald Séché a choisi de parler de génocide dans sa thèse qui date de, je ne me souviens plus à l'année près, mais du milieu des années 1980, si je ne m'abuse, ou de la fin, que la notion a été plaquée sur la guerre de Vendée. Voilà. Ce qui n'empêche pas que dans le contexte de la fin du XIXe siècle, il y a eu une focalisation sur l'élément confessionnel pour, dans une large mesure, bâtir la Vendée en anti-diaspora huguenote. Bon. Et c'est remplacé dans le contexte dont je parlais tout à l'heure, à la fin du XIXe siècle. L'enjeu, c'est France conservatrice et royaliste contre France républicaine, et ne l'oublions pas à cette époque, avant tout anticlérical, hein, puisque le clivage passait aussi sur cette délimitation. Donc, sans pouvoir faire d'erreur, si cette stèle a été érigée à la fin du XIXe siècle, si ceux qui l'ont gravée ont choisi d'isoler l'élément catholique, ça s'explique par cet arrière-plan idéologique cléricaux contre anticléricaux. Mais pour autant, ça n'est pas faux. De toute façon, j'aimerais souligner qu'un mythe n'est jamais vrai ou faux, en fait. Un mythe, c'est une accentuation, en fait. C'est une déformation qui, à partir comme dans le test de Rorschach, en fait, à partir d'une tâche, permet de voir des formes s'animer en fonction de ses présupposés psychologiques. Donc à la fin du XIXe siècle, je répète, faire des Vendéens des catholiques persécutés, c'était renvoyer dans leur filet les anticléricaux et les bâtisseurs de l'enseignement laïque gratuit et obligatoire auxquels on reprochait fréquemment d'être protestants, et de rappeler qu'il
fallait détruire l'emprise de l'école de Dieu sur les esprits, parce que l'Église avait accompli des horreurs comme la persécution des Huguenots sous l'Ancien Régime. Donc à ce moment-là, les Vendéens pouvaient être érigés la guerre de Vendée pouvait être érigée en contre-révocation de l'édit de Nantes. Mais on ne parlait pas de génocide à ce moment-là, parce que le terme lui-même date de 1943. Pardon. Il est dû à un juriste, Raphaël Lemkin, qu'il a fait reconnaître ensuite par la Convention des Nations Unies en 1948. Monsieur Oufon. Bonsoir. Deux petits points. Dans cet ordre d'idées, au sujet des Cathares, nous intéresse chez nous, où les gens ont été massacrés à l'époque pour leur foi, uniquement pour leur foi, et aussi pour piquer leurs biens, absolument, leur domaine, enfin, comme toujours. Et le résultat a été quand même avec un bon pourcentage de réussite. Peut-on parler ici de génocide des gens qui sont morts pour leur foi, qui n'ont pas voulu abjurer? Et même s'ils abjuraient, ils étaient tués quand même et brûlés. Parce qu'il fallait quand même prendre possession de leurs biens pour ceux qui dénonçaient. Et sans attendre votre réponse, en me référant à cet élément-là, on peut peut-être parler de génocide cathare, au niveau des Juifs, ce sont des Juifs en tant que c'était la religion. Le peuple juif, en tant que tel, est assez contesté par, entre autres, Shlomo Sand, qui est un sociologue israélien, en se disant qu'il n'y a pas de race juive, il y a eu des conversions dans tel ou tel pays, des éléments, et ces conversions donnaient une culture très forte et une religion. Alors, dans ce cadre-là, est-ce que c'est des hommes, pour leur religion et leur culture, qui ont été, disons, génocidés, ou voulaient les supprimer, parce que leur culture, leurs idées allaient à l'encontre du peuple arien du Troisième Reich, entre autres, de la Prusse. Alors, ça fait beaucoup, enfin ça fait deux questions en une, et qui soulèvent évidemment qui charrie des débats mémoriels sans commune mesure avec ceux de la guerre de Vendée. Dans un cas comme dans l'autre, bon, mon sentiment est que le terme de génocide n'est pas opérationnel pour des époques aussi anciennes. Mais c'est quelque chose, enfin je parle dans le cas des Cathares, bien évidemment, mais ça peut être affaire de débat. Si on se replace dans le contexte, encore une fois, l'Église se sentait légitimement, de son point de vue, en danger face à une hérésie. Donc, dans son sens, l'Inquisition et la croisade qui l'avait précédée étaient des répliques légitimes. Maintenant, évidemment, ça n'est un secret pour personne que la croisade qui a commencé en 1209 a servi de paravent à une prise de possession partielle des seigneurs châtelains du Nord qui sont venus dans les terres du comte de Toulouse quasiment avec un état d'esprit de conquistador. Voilà. Mais il n'est pas évident de séparer dans leur esprit l'élément, enfin là aussi l'élément confessionnel, l'ardeur du soldat de Dieu et l'appât du gain, et le désir de lucre. Simplement, ce qu'il faut souligner, c'est que si la question a été particulièrement dramatisée en pays cathare, il ne faut pas oublier que des Cathares, il n'y en avait pas qu'en Languedoc. Des Cathares, il n'y en avait pas qu'en Languedoc, et les différentes communautés qui elles-mêmes ne portaient pas ce titre, dont les membres s'appelaient eux-mêmes les bons hommes, en règle générale, de façon plutôt neutre, étaient mentionnés aussi bien en Champagne, où le comte de Champagne-Thibaut IV a assisté à ce qui était le plus grand bûcher de
contre les hérétiques manichéens. Également en Flandre, on les appelait les tisserands ou les texerans, parce qu'ils étaient très présents dans l'industrie textile, en Lombardie et dans le sud de l'Angleterre. Je veux dire par là, pourquoi réserver, si on veut parler de génocide cathare, pourquoi faudrait-il le réserver à ceux du Languedoc? Ça n'est pas une évidence. C'est déjà quelque chose qui, à mes yeux, rend l'assimilation difficilement opérationnelle. Parce qu'encore une fois, il faudrait que ce peuple se soit identifié à un espace bien établi. Or, le catharisme ne concernait qu'une minorité dans le Languedoc, et les élites locales, il faut tout de même le souligner, n'ont pas été expulsées par l'irruption des conquistadors croisés avant la lettre. Hein. Elles ont coopéré, elles ont très largement coopéré avec les croisés, et en règle générale, ont très vite pris le là du nouveau pouvoir capétien qui s'y établissait. Entre dominants, on finit toujours par se comprendre, quelle que soit la différence de langage, la différence des langages et des croyances. Bon, donc, ça rappellerait un argumentaire beaucoup plus élaboré que ce que je vous improvise comme réponse, mais je ne peux pas voir de pertinence dans l'idée d'un génocide cathare. Quant à ce qui concerne la Shoah, soulignons-le encore une fois, la Shoah est le produit d'un antisémitisme qui est un terme gênant évidemment parce que étymologiquement parlant il n'est pas satisfaisant. Évidemment, l'antisémitisme devrait être l'hostilité à tous les locuteurs des langues sémites, et il n'y a pas que l'hébreu qui est dans ce cas-là. Mais je vous rappelle, l'antisémitisme, à la différence de l'antijudaïsme, considère que le juif est intrinsèquement nuisible, indépendamment, et à éradiquer, indépendamment de tout élément confessionnel. Donc ce sont des juifs parfaitement laïques, au même titre que les juifs pratiquants, qui ont été victimes de la dynamique génocidaire du régime nazi. Donc là, je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris ce que vous vouliez dire à propos de la Shoah, mais il demeure que sa spécificité, en tant que génocide, reste pour moi quelque chose de parfaitement indéniable. Voilà. Mais je ne suis pas sûr d'avoir intégralement répondu à votre question. Ce sera la dernière, hein, je pense. Ah oui. Leur tour. Merci. Je voudrais poser la question au sujet de la Loire elle-même. Est-ce que on dit estuaire, pour Bordeaux aussi, on dit estuaire, est-ce qu'on peut dire faille géologique? Vous me laissez complètement quoi? Oui, bien sûr, ça. C'est parce que. Fallait bien arriver à un moment où je n'ai pas réponse à tout. Non, mais c'est parce que je veux dire, voilà, j'ai vécu dans la Beauce, à un endroit où on a voulu mettre des ponts, on a essayé, puis le ciment foutait le camp, le béton, on était obligé de geler les piliers pour arriver à construire des. Alors, je veux dire par là que tous les peuples prennent des frontières naturelles. Il est certain qu'il y avait des Vendéens qui étaient de l'autre côté de la Loire, comme il y avait aussi des gens de Tours, et vous voyez, je veux dire, il y avait toute une infrastructure d'échange à cet endroit-là, à ces moments-là, et comme vous dites, quand c'est ce qui passait pour la Vendée, c'est que les propriétaires qui étaient possibles en promotion ont été évincés par des nobles qui peut-être n'étaient pas la région. Alors donc c'est un bouleversement de terroir. Voilà. En tout cas, bon, ce que je peux simplement ajouter à ce que vous dites, c'est qu'à aucun moment dans la légende de la guerre de Vendée, la Loire ne fonctionne comme un marqueur. Oui, c'est ça. La Loire n'est pas considérée comme une frontière naturelle. Il y avait des échanges martelés. temps
avec aussi avec les Normands, Oui, absolument. Oui. puisque les agrès et tout ce qui se passe au point de vue, les amarres et tout sont de ce système-là. Alors donc il y avait toute une déjà communauté d'échangisme assez importante. Oh, le terme est fort. L'échangisme vendéen. Ça ouvre les perspectives. Mais il y avait déjà des cours commerciaux, des cours commerciaux aussi bien avec la Cornouailles, Oui. avec le Pays de Galles et tout. Oui, parfaitement. Et qu'avec Paris, du point de vue économique, l'élevage vendéen était très présent sur les marchés Voilà, ce qui veut dire de la viande francilienne. Saint-Denis était la première ville dans la région parisienne bretonne. Oui, oui, exact. Voilà, c'est pour dire, non, c'est pour remettre les choses en valeur par rapport, pour essayer de faire du relativisme par rapport à tout ce que représentait cette infrastructure commerciale. Bien, ben, merci à tous. Merci encore, cher Laurent Abzou. Merci de votre attention. On sera très attentif à tes chroniques et à tes publications désormais, y compris en Languedoc. Chers amis, passez d'excellentes vacances d'été, les meilleures possibles. Et puis rendez-vous pour la saison 4 de notre saga que nous avons entamée depuis maintenant 3 ans. J'espère que nous serons à la hauteur de vos attentes et qu'il y aura toujours des échanges et des débats. Je pense en tout cas que sur l'activité de l'une des députées qui a déposé cette proposition de loi au Parlement, vous avez maintenant des arguments sur la pertinence de son action politique d'élu de la République, puisque c'est quand même de cela qu'il s'agit, même si je ne suis pas sûr qu'en ce qui la concerne, dans élu de la République, il n'y a pas un terme qui dérange.